La NASA prévoit de bâtir une base lunaire d'ici 2033. C'est l'objectif affiché de son nouveau programme Artemis. Le récent vol habité vers la Lune marque le véritable coup d'envoi de la colonisation de notre satellite. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément comment les Américains comptent s'y prendre. À première vue, des délais aussi optimistes pour la conquête lunaire semblent tout simplement incroyables. Pourquoi devrions-nous croire à de telles promesses, alors qu'aucun vol n'a eu lieu depuis 50 ans? Il y a une raison méconnue. Au sein même de la NASA, des changements profonds se sont opérés. Pendant des décennies, l'agence s'est trop éparpillée. Elle a tenté de satisfaire tout le monde et, au final, n'a que très peu avancé. Mais le nouveau patron de la NASA a été clair. Ce n'est pas seulement du temps et de l'argent que l'on risque de perdre. Dans les décennies à venir, la Lune deviendra le terrain d'une compétition acharnée entre les grandes puissances. La Chine a annoncé son intention d'y envoyer des hommes avant 2030. Et la Russie prévoit d'installer une centrale nucléaire sur l'astre. Ce n'est plus la course à l'espace des années 60. L'objectif même a changé, comme le souligne la direction de la NASA. De telles déclarations ont déjà été faites par le passé, mais elles sont longtemps restées sans suite concrète. La raison ? Des projets d'une telle envergure exigent un plan rigoureux, ce qui manquait à la NASA. Même au lancement du programme Artemis, la structure restait floue. Aujourd'hui, un scénario détaillé, étape par étape, a été présenté pour la création de cette base lunaire. Et cela change radicalement la donne. Changement majeur, la mission Artemis 3 ne prévoit plus d'alunissage immédiat. Elle a été transformée en une répétition générale en orbite terrestre basse. Auparavant, le plan était trop abrupt. Passer d'un survol lunaire directement à un atterrissage avec un module flambant neuf, jamais testé. Le risque était tel que les échéances ne cessaient de reculer. Dans sa version actualisée, Artemis 3 se concentre sur la validation technique. Le vaisseau Orion et le module d'alunissage effectueront des manœuvres de rendez-vous et d'amarrage en orbite terrestre. L'équipage passera ensuite dans le module pour tester les systèmes de survie, les communications et la propulsion. Si possible, les nouvelles combinaisons lunaires seront testées pour la première fois lors d'une sortie extravéhiculaire. Ces essais en orbite basse permettent de détecter d'éventuelles défaillances et de sécuriser l'équipage avant le véritable voyage vers la Lune. Concernant le vaisseau Orion, les choses sont plutôt claires. Il a déjà fait le tour de la Lune. Mais la grande question reste celle du module d'alunissage. À quoi ressemblera-t-il ? On a longtemps pensé qu'il s'agirait d'une version lunaire du Starship de SpaceX. Mais la situation a évolué. Isaac Mann a confirmé que Blue Origin revenait dans la course avec son module Blue Moon. L'un de ces appareils, ou peut-être les deux, sera testé lors d'Artemis 3. La mission est désormais reportée à 2027. Une fois le module d'alunissage validé, la préparation d'Artemis 4 pourra débuter pour un lancement début 2028. C'est à ce moment-là que les États-Unis prévoient de retourner sur la Lune, avec un atterrissage au pôle sud. C'est une région complexe. Cratères, chaînes de montagnes, volcans anciens. Une partie de la surface est plongée dans l'obscurité éternelle, privée de lumière depuis des millions d'années. On suppose qu'on y trouve des gisements de glace d'eau, apportés par des comètes et des astéroïdes. Mais, il faut le souligner, l'objectif n'est pas de faire une simple sortie symbolique. C'est pourquoi la mission suivante est prévue la même année. 2 alunissages coup sur coup, et ce n'est que le début. Ce plan peut paraître ambitieux, mais à l'époque d'Apollo, le rythme était encore plus soutenu. Seulement 4 mois séparaient Apollo 11 d'Apollo 12. C'est sans doute une réponse à la concurrence, mais aussi une tentative de retrouver la vélocité d'antan dans l'exploration spatiale.
À partir de 2028, les États-Unis prévoient de se poser sur la Lune tous les 6 mois. Dès lors, la NASA basculera vers son objectif principal, la création d'une base permanente. Sa construction prendra environ 7 ans, pour un budget de près de 20 milliards de dollars, le tout divisé en 3 phases. La première a déjà commencé et couvre la période 2026 à 2028. Sa mission clé, garantir un accès stable à la surface lunaire grâce à des missions régulières. 25 lancements sont prévus sur les 3 premières années, dont 21 avec alunissage. Seules 2 missions seront habitées, l'essentiel étant dédié aux tests technologiques nécessaires à la future base. Il s'agit notamment de livrer et de tester des sources d'énergie nucléaire. C'est un point critique. La Lune tourne beaucoup plus lentement que la Terre. Le cycle y est de 2 semaines de jour, suivi de 2 semaines de nuit. Durant la nuit lunaire, la température chute sous les moins 200 degrés Celsius. Sans source de chaleur constante, l'équipement gèle et devient souvent inutilisable, même après réchauffement. Ce n'était pas un problème lors des missions de quelques jours, mais pour une base permanente, c'est un obstacle majeur. C'est pourquoi la NASA compte utiliser des générateurs à radioisotopes, qui produisent de la chaleur par désintégration et fournissent de l'électricité. Ces technologies ne sont pas nouvelles. Les engins chinois, les rovers martiens de la NASA et les sondes Voyager utilisent l'énergie nucléaire depuis des décennies, mais à petite échelle. Le défi est désormais de passer à une échelle supérieure pour soutenir une infrastructure complète. En parallèle, de nouveaux outils d'exploration sont mis au point, comme les drones fusées. Ils s'inspirent des drones martiens, mais utilisent de petits moteurs à réaction à la place des hélices. En un seul bond, cet appareil peut fonctionner durant 150 secondes et couvrir jusqu'à 50 km. Ils seront utilisés pour étudier les zones dangereuses et inaccessibles. Sommets, bords de cratères, là où l'homme ne peut se rendre directement. De plus, la NASA déploiera le rover Viper. On en parle depuis longtemps. Il est déjà construit, testé et attend son départ depuis des années. 2027 sera enfin son année. Viper arrivera sur la Lune via le module de Blue Origin. Cet engin de la taille d'une voiturette de golf cartographiera le pôle sud à la recherche de glace d'eau et d'autres matières volatiles comme l'hydrogène, l'oxygène ou des terres rares. Sa mission est une reconnaissance stratégique, car la compréhension précise des ressources sera vitale pour la 3e phase. Viper sera rejoint en surface par 2 autres véhicules, l'un piloté par les astronautes, l'autre autonome. Chacun pourra parcourir jusqu'à 900 km. Ils serviront à l'exploration, mais aussi au transport de matériel et à la préparation des sites de construction. Parallèlement, un réseau de satellites de communication et d'observation sera déployé autour de la Lune. Ils assureront une transmission de données continue vers la Terre avec un débit allant jusqu'à 500 mégabits par seconde. En pratique, cela permettra une surveillance constante de toute la surface. Et point important, la NASA exige que tous ces systèmes, drones, rovers, transports, soient équipés de caméras haute définition avec retransmission en direct. Tout ce qui se passera sur la Lune pourra être suivi en temps réel. La 2e phase, de 2029 à 2032, marquera le début de la construction active de la base. Le plan prévoit 27 lancements et 24 atterrissages, ainsi que le déploiement des premières infrastructures de vie. Durant cette période, 6 nouveaux rovers seront livrés. Ils ne se contenteront pas d'explorer, ils effectueront des excavations, creuseront des tranchées pour les câbles et les conduites, posant ainsi les fondations. L'un d'eux sera le premier module de vie mobile pressurisé.
Ce véhicule est développé par l'agence spatiale japonaise en collaboration avec Toyota. Cet engin d'environ 15 tonnes sera un véritable appartement sur roues où les astronautes pourront vivre sans scaphandre, en tenue légère. Il se déplacera à 3,5 km/h et pourra fonctionner plusieurs jours d'affilée. Sa durée de vie est estimée à 10 ans avec une autonomie de 150 heures en obscurité totale. Cette deuxième phase nécessitera beaucoup plus d'énergie, fournie de deux manières. D'abord, par des panneaux solaires installés sur de hautes structures pour capter un maximum de lumière et reliés à d'énormes batteries. Ensuite, par l'énergie nucléaire. Des réacteurs seront déployés sur la Lune, capables de générer des centaines de watts pour alimenter plusieurs installations simultanément. À la fin de cette étape, le système devra permettre des séjours prolongés à la surface. Viendra enfin la troisième et dernière phase, 2033 à 2036. Son apogée sera l'occupation permanente de la base Artemis. Un équipage de 4 personnes, par rotation, pourra y séjourner jusqu'à 28 jours. Ils vivront dans plusieurs modules connectés, une sorte de station analogue à l'ISS, mais posée sur le sol lunaire. Ces modules seront alimentés par leur propre générateur nucléaire et ravitaillés mensuellement avec environ 8000 kg de ressources. En parallèle, l'exploitation des ressources locales débutera. La roche et le régolithe seront extraits et utilisés sur place. L'eau sera tirée de la glace des cratères ombragés, puis séparée en oxygène pour la respiration et en hydrogène pour le carburant. La NASA compte aussi expérimenter l'impression 3D. La poussière lunaire sera fondue pour créer les premières structures véritablement permanentes. Les scientifiques estiment que cette poussière peut être transformée en briques de construction. La Chine a déjà commencé à tester ses propres échantillons et prévoit une structure en forme d'œuf, le vaisseau lunaire. La construction sera automatisée par des robots, utilisant aussi bien la maçonnerie traditionnelle, à base de briques de régolithe, que l'impression 3D. En 2024, la Chine a mené des expériences sur 5 types de sols lunaires, simulés avec 3 méthodes de chauffage pour les solidifier. En novembre de la même année, ces briques ont été envoyées à la station Tiangong et placées à l'extérieur. Pendant 3 ans, elles seront exposées au vide, aux rayons cosmiques et aux écarts thermiques pour tester leur résistance. Tout cela est nécessaire pour savoir si ces matériaux peuvent tenir en conditions réelles. Si cela vous semble impossible, vous avez raison. La NASA l'admet. Ces défis sont à la limite du réalisable. Mais c'est précisément là tout l'intérêt. L'humanité accomplit des prouesses, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Et la Chine montre déjà qu'elle est prête à relever le défi. Aujourd'hui, la Lune devient l'arène d'une rivalité géopolitique où chacun tente de réaliser l'impossible. Et nous avons le privilège d'observer cela en temps réel.